Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici vos nouvelles de fin de soirée. C'est aujourd'hui que la gouverneure générale Michaëlle Jean prononçait le discours du trône avec pour thème central l'économie. Le gouvernement conservateur propose de diminuer progressivement l'aide monétaire attribuée à la relance économique, en plus de couper dans les programmes fédéraux. Ce resserrement dans le budget vise à éponger un déficit de plus de 55 milliards de dollars. Les coupures prévues n'affecteraient pas l'éducation, les soins de santé et les régimes de retraite. Demain, l'attention sera dirigée vers le dévoilement du budget fédéral 2010. Les provinces de l'Atlantique anticipent déjà les annonces de coupures de la part du ministre des Finances, Jim Flaherty. Cependant, ils espèrent ne pas trop en ressentir les contre-coups. Bien qu'ils soient conscients des difficultés financières au niveau fédéral, plusieurs ministres estiment que le gouvernement ne doit pas cesser d'investir dans la relance économique. Ils espèrent également que les paiements de péréquation ne soient pas affectés. L'ancien curé de Dalhousie, Charles Picot, faisant face à une accusation d'attentat à la pudeur, a été acquitté cet après-midi à Campbellton. L'accusation était reliée à des événements supposément survenus en 1975 au Nouveau-Brunswick. Après 2 jours de procès, le juge Jean-Pierre Ouellette a estimé que la couronne n'avait pas pu prouver la culpabilité de Charles Picot, et ce, hors de tout doute raisonnable. Charles Picot devra de nouveau faire face à la justice en mai en raison d'une seconde accusation d'attentat à la pudeur. Et en terminant, cela fait 5 jours que les proches de Donna O'Reilly sont sans nouvelles de la dame de 54 ans. Elle a été vue pour la dernière fois à son bureau chez H&R Block au centre commercial Highfield Square de Moncton. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin par les membres de la famille, les 2 filles de Donna O'Reilly, accompagnées de son époux, ont fait appel à l'aide du public afin de récolter plus d'informations sur cette mystérieuse disparition. La GRC invite ceux qui auraient des informations à composer le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Et on vous présente ce soir le 3e reportage dans le cadre de notre série sur la pauvreté étudiante. Vitalia Tchukovic s'est penchée sur le cas de l'endettement étudiant à l'UQAM. L'Université du Québec à Montréal a toujours favorisé l'accessibilité aux études supérieures, mais l'éducation a un prix et sur ses 40 000 étudiants, 10 000 recourent aux prêts et bourses du gouvernement. J'ai 28 ans, donc je suis un peu plus vieux que la majorité du monde. J'ai déjà poursuivi des études, je les ai arrêtées, j'ai commencé sur le marché du travail. Je retourne aux études pour un bac, donc 3 ans. Donc je commence, je suis à ma 2e session, je suis à 20 000 de dette. Le cas d'Antoine ne fait pas figure d'exception. Parmi les étudiants qui ont reçu une aide financière, un prêt bourse du gouvernement, on parle d'un endettement moyen de aux alentours de 15 000 $. L'UQAM ne fait pas bande à part. Sa dette étudiante moyenne correspond à la moyenne québécoise. Pour tenter de faciliter l'accès aux études, l'UQAM offre 3 types d'aides pour ses étudiants. Il y a le soutien financier de l'aide financière, prêt et bourse du gouvernement. On a des bourses d'excellence, mais aussi on offre aux étudiants de pouvoir, pendant leur étude, travailler sur le campus. Pour ce qui est des futurs étudiants, la journée des portes ouvertes est une occasion en or pour se renseigner sur les services offerts. Dans la majorité des cas, le choix est déjà fait quant aux moyens de financement de leurs études. Je vais essayer de voir sur les bourses parce que ce serait plus profitable, étant donné que ça ferait pas de dette. Moi, je compte travailler puis les payer. Je fais pas d'emprunt, pas de prêts et bourses, rien. Moi, je fais un emprunt à la caisse. Présentement, je fais déjà un emprunt, j'utilise une marge de crédit. Moi, j'ai la chance d'être aidée par mes parents, donc c'est eux qui paient mes études, heureusement. Plusieurs préfèrent y voir le bon côté des choses. D'abord, avant d'être une dette, c'est un investissement sur ton futur, sur une profession. Donc, c'est un mal pour un bien, au bout de la ligne. Vitalia Tchukovic pour l'UQAM. Donc, Vitalia, le cas de l'UQAM est très semblable à celui des autres universités québécoises. Tout à fait. L'UQAM est en fait le 3e plus grand bénéficiaire de l'aide du gouvernement après l'Université de Montréal et l'Université Laval. Ça représente en tout près de 65 millions de dollars qui sont redistribués par année en prêts, en plus des 15 millions en bourse d'excellence, ainsi que des 10 millions donnés en salaire aux étudiants employés sur le campus. Maintenant, on se souviendra que le 23 février dernier a été publié le Pacte pour le financement concurrentiel des universités, qui, entre autres, avait comme un des volets principaux le dégel des frais de scolarité. C'est une proposition qui est maintenant sérieusement envisagée par la ministre Michèle Courchaine et qui, donc, pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l'endettement étudiant. Donc, ça va être un dossier à surveiller lors des prochaines semaines. Merci, Vitalia.
On se tourne maintenant du côté économique. Maxime Landry, j'imagine que plusieurs provinces de l'Atlantique attendent de pied ferme le dépôt du budget fédéral. En effet, et avec le discours du trône qui a eu lieu cet après-midi, on a pu tirer certains éléments clés du budget qui va être publié demain. On sait d'ores et déjà que le gouvernement veut sabrer dans les dépenses en abolissant le déficit de 55 milliards de dollars. Et ce que ça peut avoir comme conséquence pour nous au Nouveau-Brunswick, c'est bien entendu d'autres coupes dans la culture et dans les arts, et également des réductions de budget en ce qui a trait aux langues officielles et aux infrastructures gouvernementales. On sait également qu'on veut réduire les subventions qui ont pour but de faire reprendre l'économie. Il y a des municipalités même qui se demandent s'ils vont recevoir des subventions. On sait que Shediac attendait une subvention de 3 millions de dollars pour la construction d'un centre multifonction. Donc, c'est des choses qui seront à suivre. Une chose sûre, c'est que les libéraux provinciaux continueront à faire des pressions, même lorsque le budget sera déposé, pour obtenir d'autres subventions. On sait que le Nouveau-Brunswick a été durement touché par la crise économique. Cependant, une bonne nouvelle pour les clients des compagnies de cellulaires, une nouvelle qui est sortie de ce discours du trône également, Ottawa qui songe à réouvrir les marchés aux opérateurs étrangers. Donc, présentement, la loi ne permet pas aux autres compagnies étrangères d'opérer, ce qui permettrait, par exemple, aux compagnies américaines telles Verizon ou AT&T de venir s'installer au Canada. Comme conséquence, évidemment, on aurait une plus grande compétitivité au niveau des marchés et donc des réductions de prix pour les clients et des dollars de plus dans vos poches. Donc vraiment, j'imagine que les provinces vont surveiller ça de près demain lors de l'annonce du budget, effectivement. Et sinon, que se passe-t-il du côté des marchés boursiers, Maxime? Eh bien, le TSX a très bien performé aujourd'hui, a pris près de 25 points, principalement en raison de la progression des producteurs de biens et services et de la baisse du dollar américain qui a été affectée par la hausse du prix du baril de pétrole et également la hausse du prix de l'or et du cuivre. Bien, merci Maxime. Donc, beaucoup d'actions sur les marchés boursiers. On surveille ça de près et on surveille bien sûr l'annonce pour le budget fédéral de demain. Ça va être très intéressant. À suivre, oui, merci. Tout à fait. Sur la scène sportive, c'est à 16h aujourd'hui que prenait fin la période de transaction de la Ligue nationale de hockey. Et Emma Toussaint-Léveillé, si on espérait de l'action, on ne dénote rien de majeur sur le plan des échanges. Effectivement, Elisabeth, on s'attend toujours à de grandes transactions, des transactions importantes lors de cette dernière journée de période d'échange. Toutefois, aujourd'hui, les directeurs généraux des équipes de hockey de la Ligue nationale ne se sont pas bousculés pour procéder à des échanges. Écoutez, il y a une soixantaine de joueurs qui se sont passés d'un camp à l'autre aujourd'hui. Toutefois, ce sont des joueurs de soutien, donc ce ne seront pas des transactions qui vont passer à l'histoire. Il n'y avait pas de gros noms. Il faut se souvenir, par contre, que plusieurs joueurs qui étaient très convoités ont déjà été transigés au début du mois de février, avant les Jeux olympiques. Par exemple, Ilya Kovalchuk, qui a été transféré aux Devils du New Jersey le 5 février dernier. Évidemment, il y a des équipes qui ont été plus actives que d'autres, comme par exemple les Coyotes de Phoenix, qui, eux, ont fait l'acquisition de Wojtek Wolski et de Derek Morris, ou encore des Hurricanes de la Caroline, qui, eux, se sont départis, comme à leur habitude à cette période de l'année, de, par exemple, Scott Walker et Joe Corvo. Et au hockey senior, Emma, les supporters des Alpines de Tracadie-Sheila ont eu droit à toute une victoire de la part de leur équipe, rapidement? Oui, tout à fait. Alors, c'est par la marque de 4-0 que les Alpines de Tracadie-Sheila ont vaincu les Acadiens du Grand Caraquette. Et donc, c'était vraiment la performance de Charles Austin qui a été brillant devant les filets, qui a vraiment tout fait la différence. Et ils sont rendus à 2-0 dans la série des demi-finales. Bien, merci beaucoup, Emma. Bonne nouvelle en terminant pour une jeune chanteuse originaire de Moncton, Julie Doiron est en lice au prix Juno dans la catégorie Album alternatif de l'année. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bulletin. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée à notre antenne. On se revoit dès demain.